Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'allaitement maternel. Donc, on va aborder plusieurs choses. On va partir déjà du tout début, quand le bébé arrive, comment ça se met en place. Ensuite, tous les bénéfices que vous allez avoir. On va parler des choses positives, des choses aussi plus difficiles que vous pouvez traverser au moment de l'allaitement. Et puis des petits rappels aussi, quand justement il y a des moments compliqués, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais déjà rappeler que l'allaitement c'est juste la continuité de la grossesse, de l'accouchement. C'est un processus qui est certes physiologique, mais contrairement à l'accouchement qui dure juste un petit moment, ben, l'allaitement ça va vous demander peut-être un peu plus de persévérance des fois, parce que ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc si on le prépare aujourd'hui, si je vous fais une préparation sur l'allaitement, c'est parce que on n'est pas comme en Afrique où vous voyez des femmes allaitées partout autour de vous, votre voisine, votre copine, votre tante, votre sœur. L'allaitement c'est un peu caché, c'est un peu tabou, ça s'est beaucoup perdu. Et donc c'est beaucoup moins instinctif chez nous. Donc on est obligé de le réapprendre en fait. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on s'y prépare, histoire de ne pas se retrouver complètement perdu dès qu'on a une surprise, une question et qu'on n'a pas forcément quelqu'un tout de suite sous la main pour nous donner des clés et nous redonner confiance dans nos capacités. Alors, le petit rappel, c'est que on a vu sur toute la toute fin de la naissance, il y a un moment où on sent la tête de bébé qui arrive, il y a un pic hormonal qui fait qu'il y a une espèce de sensation de stress, là, d'adrénaline, juste avant que le bébé arrive. On a le bébé qui arrive, on voit, il est là, et vous allez le prendre contre vous. Votre bébé là, vous vous posez. On a vu le bébé, il atterrit, il va cracher ses petites glaires, il va se poser, il va prendre un petit temps pour se poser. Alors il y a des bébés, ils n'ont même pas 15 minutes que déjà, ils vont chercher, ils s'accrochent au sein, et ils tètent, ils tètent, ils tètent, ils tètent, ils tètent. Ils s'arrêtent plus de téter. Et puis il y en a d'autres qui sont un petit peu sonnés et qui vont commencer à prendre leur première tétée au bout d'une heure et demie. Donc chacun son temps. Vous allez l'avoir contre vous, vous allez vous poser et vous allez voir ce que fait votre bébé. Alors il y a certaines choses qui sont super intéressantes à savoir, c'est que vous avez dû remarquer que sur la fin de la grossesse, vous avez les bouts de sein qui sont devenus un peu plus foncés. Donc on a une belle tache ronde, un peu sombre là, sur la peau claire. Pour les femmes noires aussi, souvent elles ont les mamelons et les tétons qui deviennent très noirs. Et ça tombe bien, les bébés, qu'est-ce qu'ils voient? C'est les contrastes de couleurs. Donc du coup, le bébé il a déjà un repère pour aller chercher le sein, c'est le contraste de couleurs. Donc il va aller chercher ça. Et puis le colostrum que vous avez commencé un petit peu à sécréter avec les contractions de l'accouchement, de l'ocytocine, ça va l'attirer parce qu'il a presque la même odeur que le liquide amniotique. Donc pareil, c'est une odeur qu'il connaît. Alors ça tombe bien, vous avez transpiré, vous ne sortez pas de la douche en général, comme vous venez d'accoucher. Donc votre bébé, il ne va pas être perturbé par des odeurs artificielles. Donc ça aussi, gardez-le en tête pour la suite. Évitez de vous laver les mamelons. Évitez de mettre du parfum, des odeurs, du savon, parce que sinon ça va perturber votre bébé pour essayer de retrouver le sein. Donc bébé arrive, il est là contre vous, et puis il va avoir tous ces réflexes qui sont à fond. L'adrénaline que vous avez sécrétée tout à la fin de l'accouchement, elle lui est transmise aussi. Donc pendant 2 heures, votre bébé il est à fond. Il a tous ces réflexes qui sont au maximum. Donc c'est le meilleur moment pour commencer la première mise au sein. C'est pour ça que maintenant c'est recommandé pendant les 2 premières heures de laisser absolument le bébé en peau à peau contre sa mère et d'essayer de faire en sorte qu'il ait sa première tétée pendant ces 2 heures-là. Parce que c'est à ce moment-là que tous ses réflexes seront au top pour lui permettre de bien découvrir, d'apprendre et de bien s'accrocher au sein. Donc votre bébé, il est au top, là, il est posé sur vous, et il va commencer à ramper. Alors on voit ses petites fesses qui bougent, puis il pousse sur ses petits pieds comme ça. Alors des fois, il monte là, il monte sous le bras. Donc vous pouvez l'aider un peu à aller se retrouver en face du sein. Il va chercher
il rampe, et puis il va faire un peu le pivert. Donc il est en face du sein, puis il recule, il s'appuie sur ses bras, il lève la tête, il ouvre grand la bouche, et puis pouf, au début il tombe, une fois, deux fois, il fait un peu le pivert, il va lécher. Alors il y a des bébés très patients, qui font leur petit test là, et puis qui finissent par s'accrocher. Et puis il y en a, ils se mettent en face, ils ouvrent la bouche, et puis ils se mettent à hurler. Donc il y a des bébés qui pleurent, c'est dans le processus aussi. Et là, il faut qu'ils comprennent qu'à un moment donné, ils vont avoir à mettre la bouche, à faire un effet ventouse, et ensuite à commencer des suctions. Donc ça, c'est un petit apprentissage. Donc vous pouvez l'aider. Alors moi, des fois, ce que je dis aux femmes, c'est que vous pouvez faire un petit effet sandwich. Parce que si le mamelon est un petit peu plat, bah, on va pincer un petit peu pour le faire ressortir. Ça va l'aider, ça va stimuler son réflexe. Donc il va s'accrocher. Alors, grosso modo, il faut qu'il ait le mamelon plutôt là, au niveau de la lèvre, et qu'il soit obligé d'aller le chercher. Alors quand il est à plat ventre au-dessus, et qu'il s'appuie, vous êtes allongé, hein, tranquillement, vous venez d'accoucher, votre bébé il s'appuie, et hop, il ouvre grand la bouche, et clac, il attrape le sein, comme ça. Donc, et il va faire des suctions. Donc vous pouvez un petit peu pincer là, pour faire ressortir le mamelon, et pour l'aider. Alors faites le sandwich dans le bon sens, hein. Si vous lui mettez le hamburger comme ça va être compliqué, donc mettez-le bien comme ça, pour qu'il puisse attraper plus facilement. Mais voilà, il y en a qui n'ont pas besoin non plus, hein, ça va dépendre. Donc bébé s'accroche et il commence à téter. Alors, libération d'ocytocine, ça fait contracter l'utérus. Vous allez sentir que ça serre, que ça tire un peu. Chez certaines femmes, ça fait des douleurs comme des règles. Ça peut faire couler un petit peu de sang et ça permet à l'utérus de bien retrouver sa taille. Vous sécrétez de l'ocytocine, ça vous aide à vous attacher à votre bébé. Et votre bébé, il va avoir à ce moment-là du colostrum. Alors le colostrum, c'est du lait qui est très épais, qui est très peu abondant et qui est plein de protéines et d'anticorps. Il y a certaines femmes qui disent « Ah, mais j'ai pas beaucoup de lait, j'ai pas beaucoup de lait ». En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de lait. Parce que votre bébé, il a son estomac qui est pas plus gros qu'une noix. Donc ce qu'on va faire, c'est surtout pas le gaver. Lui, ce qu'il lui faut, c'est juste de quoi avoir en gros une potion magique qui lui permet de bien démarrer et de ne pas faire des hypoglycémies. Donc vous lui donnez ça. Donc il va faire beaucoup de suctions et on va l'entendre assez peu déglutir. Mais ça c'est normal. Donc il prend sa petite potion magique pour démarrer. Ce colostrum, vous allez l'avoir pendant 2-3 jours à peu près. Donc votre bébé, il va prendre régulièrement. Alors au début, de toute façon, son estomac, il est encore plein de liquide amniotique. Souvent, il est fatigué. Donc pendant les 24 premières heures, il va dormir assez souvent. Il y a des bébés qui dorment vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas s'inquiéter pendant 24 heures. S'il a fait la première tétée du début, on le laisse dormir, on le met en peau à peau pour qu'il s'économise, et peut-être il va téter 2-3 fois. Il y en a qui vont téter beaucoup, mais il y en a qui ne vont pas téter beaucoup. Donc pendant 24 heures, on le laisse faire son rythme. On lui propose, si on voit qu'il se tortille un petit peu, on lui propose le sein, c'est bien qu'il s'entraîne à le faire, mais on va essayer de ne pas le fatiguer. De toute façon, voilà, il va avoir ses réserves, il a 24 heures, c'est un bébé qui est à terme, donc on n'a pas, voilà, pas besoin de le gaver à ce moment-là. Et puis, au bout de 24 heures, alors ça tombe bien, il vous a laissé dormir, vous pouvez récupérer de votre accouchement, donc méfiez-vous. Parce qu'après l'accouchement, souvent, on est là complètement sur son petit nuage, toute gaga, on regarde son bébé, « Oh, mon bébé, t'es merveilleux, t'es le plus beau », et on oublie complètement de dormir. Lui, par contre, il dort. Et au bout de 24 heures, il se réveille, et vous, par contre, là, vous commencez à tomber de sommeil. Et lui, il se met à avoir super faim, super la dalle. Donc la deuxième nuit, on l'appelle la nuit de Java. Alors la nuit de Java, en général, vous allez vous en souvenir. Bon, je dis la deuxième nuit, mais ça arrive que certains bébés, ça dépend à quelle heure il est né. Et puis ça dépend s'il a la pêche ou pas après l'accouchement. Il y en a qui vont l'avoir sur la première nuit, d'autres sur la troisième, mais le plus souvent c'est sur la deuxième nuit. Donc là c'est la nuit où on se pose la question des fois de pourquoi on a fait un gosse, et où on peut avoir envie de jeter son enfant par la fenêtre. Parce que vraiment, vraiment, on a des bébés qui demandent beaucoup, 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 beaucoup. Toutes les heures, toutes les 2 heures, on a l'impression qu'ils ne sont jamais rassasiés. On a les bouts de sein en feu,
Il peut pleurer entre les tétées, on le met en face du sein puis il se met à pleurer au lieu de téter. Donc c'est vraiment une nuit qui peut être des fois assez compliquée. En plus il a un peu mal au ventre parce qu'il fait ses bonbons caca, il expulse son méconium. Donc c'est une nuit qui est compliquée. Donc il vaut mieux le savoir à l'avance. C'est aussi très souvent la nuit où si on n'est pas soutenu et qu'il y a quelqu'un qui vient nous présenter un biberon, on craque. Donc ne craquez pas, rassurez-vous que toutes les femmes sont passées par là, moi aussi. Même pour le deuxième, je me disais, oh punaise, heureusement que je le sais, c'est vrai, punaise, cette nuit de Java. Voilà, donc c'est vraiment une nuit qui est un peu hard. Votre bébé, en fait, il se réveille un peu parce que là, ça y est, il a faim, il commence à avoir un petit peu d'énergie. Donc, il va demander le sein souvent. Il ne faut pas se dire qu'il va mourir de faim, votre bébé. Il n'a pas besoin d'avoir du volume encore. Mais il va avoir besoin de prendre souvent. Donc, il va falloir lui donner régulièrement. Il va falloir faire très très attention aussi à la bonne position du bébé au moment où vous le mettez au sein. Parce que s'il n'est pas sur une bonne position, vous risquez vraiment de vous abîmer les seins à ce moment-là. Votre bébé, il va vraiment tirer beaucoup. Comme j'ai dit, c'est du lait qui est en petite quantité, qui est très épais, donc il fait ce mouvement de langue tout le temps. Donc on peut avoir l'impression d'avoir les seins en feu. Alors ce qui peut vous aider à ce moment-là, si vous avez assez de lait, vous pouvez l'exprimer, le sortir un peu et l'étaler sur le mamelon. C'est super cicatrisant. Sinon, vous pouvez mettre, il y en a qui mettent un petit peu de l'anoline. Il y a d'autres crèmes qui existent spéciales. Alors, c'est effet spécial super top. Les retours des mamans, c'est que ça aide vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vous montre les petits coquillages d'allaitement. Voilà. Qu'on peut mettre sur les bouts de sein. C'est tout frais. Ça permet d'éviter qu'il y ait les frottements du tissu dessus ou que ça sèche. Donc ça voilà, en général, les femmes le plébiscitent. Donc il y en a, elles en ont besoin juste un petit peu, d'autres un peu plus longtemps. C'est vraiment intéressant. Il y en a aussi qui mettent quand elles ont vraiment les seins très irrités, donc elles ont des petites crevasses, un petit morceau de placenta dedans, puisque c'est hyper cicatrisant le placenta. Hein, vous allez dire que je vous parle tout le temps de ce placenta merveilleux, mais c'est vraiment utile. Et hop, on cale sur les seins et ça permet de se reposer. Il y en a qui le mettent au frigo, il y en a qui les passent un peu sous l'eau froide avant de les remettre. Ça fait la jolie sirène avec ses coquillages. Voilà, donc ça peut être une option. En général, j'essaye d'en avoir toujours une paire d'avance dans la valise, comme ça, je vous la prête. Et vous voyez, après, il y en a qui les achètent si vraiment elles sentent qu'elles en ont besoin dans la durée. Des fois, c'est juste un petit moment compliqué à passer. Donc, comme je disais, ce qui va être important, ça va être vraiment de faire très très attention à la position de votre bébé. Donc, quand un enfant il est plus grand, si vous allaitez des mois ou des années, vous n'allez plus vous prendre la tête sur la position. Mais avec un nouveau-né qui a une petite bouche, c'est vraiment très important d'avoir une bonne position. Donc, votre bébé, ce qui est important pour qu'il prenne bien le sein, c'est qu'il soit toujours aligné. Donc on dit l'oreille, l'épaule et la hanche dans l'alignement. En fait, l'idée c'est que si vous êtes tourné pour ouvrir la bouche, vous avez la mâchoire qui tire sur le côté avec les muscles. Et donc ça va faire une espèce de cisaillement sur le sein. Donc ça va vous faire mal. Donc si votre bébé il n'est pas dans l'axe, qui tourne la tête pour prendre le sein, on peut s'imaginer, souvent on s'imagine que le bébé on va le mettre sur le dos puis qu'il va tourner la tête. En fait non, il faut vraiment qu'il soit en face du sein et aligné, parfaitement aligné, quelle que soit la position. Après votre bébé, vous allez pouvoir le faire tourner tout autour du sein en fait. Mais le repère, c'est toujours lui, votre bébé, il doit être bien aligné. Il faut que le sein soit vraiment en face. Donc on a dit, le mamelon il arrive là pour qu'il aille le chercher. Il faut qu'il soit très très proche. Alors aussi le repère, il y en a qui disent ventre contre ventre avec la maman. Et votre bébé, vraiment presque, il est le nez écrasé dans le sein. Plus il va être dans le sein, plus il va être obligé d'ouvrir. N'ayez pas peur qu'il s'étouffe. Les bébés, ils ont le nez écrasé, contrairement à nous qui avons un petit nez pointu là. C'est pour pouvoir respirer sur les côtés. Donc il va avoir le nez un peu dans le sein. Donc ne tirez pas dans un sens trop pour lui dégager le sein parce que votre bébé il tire dans l'autre sens et c'est comme ça qu'on fait des crevasses. Donc on positionne bien bébé. Alors il y a la position classique, je vous montre un peu les positions rapidement, mais ça on les reverra après avec votre bébé. Donc ça c'est la position de la madone. La madone
hop, ou la madone inversée, votre bébé il est vraiment en face, comme ça, du sein, position classique. On se cale toujours des coussins sous les coudes et on se pose bien. On a aussi la position qu'on appelle du ballon de rugby, parce que vous allez avoir votre bébé sous le bras. Là, c'est une position où on va soutenir la tête de bébé, on va pouvoir bien le regarder, on peut tenir son sein, hop, et on lui propose comme ça. Donc pareil, on se cale dessous, on ne lui tourne pas la tête sur le côté, on le met vraiment bien en face, hop, le ventre calé contre le côté, et on lui propose le sein comme ça. Ensuite, il y a aussi donc, la position qu'on a vue comme après l'accouchement, le bébé est par-dessus, nous on est un peu en position transat. Ensuite, vous avez aussi la position, alors ça on va la voir, donc là c'est compliqué pour vous la montrer, une position qui est très très importante à avoir, c'est allongé sur le côté. Comme ça vous vous êtes posé, vous dormez, votre bébé y tête. Donc cette position-là, il faudra absolument, absolument la choper dans la première semaine. Sinon vous allez vous épuiser à devoir vous lever, vous asseoir en pleine nuit 6 fois, alors que juste si vous êtes couché, que vous mettez votre bébé au sein, vous dormez, hop, il lâche le sein, vous le reposez un peu plus loin et vous ne comptez même pas combien de fois il a tété dans la nuit. Comme ça, vous ne vous déprimez pas. Donc ça va être important vraiment de voir toutes ces positions. En fait, votre bébé, si on change les positions, ça permet qu'il ne vous abîme pas le sein toujours au même endroit. En tournant, ça permet aux différentes zones du mamelon de bien cicatriser et de bien récupérer entre chaque. Ensuite, ça permet aussi de bien vider un peu tout le sein. Parce que votre bébé, il va vider bien surtout la zone qui est en face du menton. Donc si vous l'avez tout le temps comme ça, il va bien vider l'intérieur du sein. Mais si vous avez la zone externe, très souvent, les femmes, elles ont cette zone-là qui est très très pleine et qu'elles ont du mal à vider. Donc ça leur fait mal quand il y a la montée de lait qui arrive, donc c'est ce qu'on va voir après. Donc là, le ballon de rugby, c'est bien puisqu'on a le menton qui est vers l'extérieur et qui permet de bien drainer cette zone-là. Il y a la position aussi qui reste de la louve, où on se met à 4 pattes au-dessus de son bébé. Et là, on peut mettre le bébé dans le sens qu'on veut pour bien vider le sein. Donc voilà un panel pour vous dire qu'en gros, vous pouvez avoir des tonnes de positions différentes et ça va être important de varier et de changer de sein pour pouvoir se soulager au maximum et passer cette phase-là. Ensuite, votre bébé, vous allez voir, donc souvent il réclame là, cette nuit, toute la nuit de Java. Et puis vers 6 h du matin, là, soudain, il va enfin s'endormir. Et vous aussi. Donc prévoyez un truc à grignoter et de 6 h jusqu'à 10 h du matin. Alors vous avez la chance, votre sage-femme n'est pas très matinale, donc en général je ne viens pas vous voir avant 10 h. Ça vous laisse le temps de dormir. Vraiment faites en sorte que si vous avez des aînés, le papa il va se promener avec les grands, il leur sert un petit déjeuner, voilà, et vous dormez sur cette plage-là entre 6 h et 10 h. C'est l'heure où votre bébé va bien dormir et vous aussi, vous allez écraser. Donc récupérez bien sur ce moment-là de la nuit. Enfin, du matin, en fait. Mais ça va être votre nuit à vous. Donc ça, c'est le moment où on se pose. Et puis dans la journée, généralement, ils demandent régulièrement, mais sans plus. Hein, ils sont un petit peu inversés, les bébés. C'est normal, quand il était dans votre ventre, la journée, il était bercé. Parce que vous faites votre vie, vous êtes en train de bouger, là, il est bercé, il dort. Et puis le soir, quand vous vous couchez, tout est calme, il a plein de place, il bouge dans tous les sens. Donc il va garder cette habitude pendant un certain temps. Alors sauf de temps en temps, je crois que j'ai un bébé sur 20, j'ai des parents qui me disent « Ah bah non, il dort trop bien la nuit ». Donc peut-être que vous aurez la chance d'avoir ce modèle-là, mais c'est pas le plus fréquent quand même. Donc préparez-vous voilà, à être noctambule un peu. Hein. Donc là, on va passer le deuxième jour. Donc votre bébé aussi, il va commencer à se vider de son méconium. Donc ça, c'est le caca qui est bien vert, bien épais, bien gluant, bien collant. Et c'était ce qu'il avait dans le ventre quand il était in utero en fait. C'est un caca qui est stérile, qui est très propre. Voilà. Et puis, arrive un peu une phase de transition. Alors ça dépend des femmes. Il y en a, c'est au bout de... En général, c'est la fin du deuxième jour. Au-delà de 48 heures, on commence à sentir que ça chauffe un petit peu là. Et les seins commencent à se remplir doucement. Et quand bébé tète, là on entend qu'il déglutit un peu plus souvent. Alors au début il faisait
comme ça, et puis de temps en temps, l'entendez avaler, puis hop, 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 et là, il va commencer à y avoir un petit changement. Vous allez sentir qu'il fait vibrer un peu avec sa langue, et vous, ça envoie une information au cerveau, éjection du lait. Et là, ocytocine, et là, on peut sentir que ça fait, alors certaines femmes qui le sentent, d'autres pas. Ça fait comme une petite sensation d'électricité ou de crampe. Et ça, c'est tous les petits canaux et les petites cellules qui sont dans le sein qui se contractent et qui font sortir le lait un peu plus fort. Angers, ça arrive. Et donc là, une fois qu'il a stimulé, donc on sent la petite langue qui vibre. Et là, le lait se met à arriver. Et donc là, ça lui arrive, et là, il va faire glou, 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 glou. Il n'a plus besoin de tirer avec sa langue. Donc, vos problèmes de bout de sein, normalement, là, ça va commencer à se régler. Maintenant, il va y avoir une transition un peu particulière sur le fait que vous allez produire au début beaucoup de lait. Vous allez vous mettre à produire de quoi nourrir des jumeaux ou des triplés. Le corps, il prévoit un peu plus. Et puis, ça va s'adapter en quelques jours progressivement à la demande. Si vous avez un gros bébé de 5 kg, ou un bébé de 2,5 kg, bah, petit à petit, il va se dire « Ah, bah en fait, là, ça se vide tout le temps très vite, donc il faut qu'on continue de produire très fort. » Et au contraire, vous avez un petit bébé qui ne demande pas trop. Bon, bah on dit « Ah, on va baisser la production parce que il n'y a que ça à produire à peu près tous les jours. » Donc ça, c'est merveilleux. Votre production s'adapte à la demande de votre bébé. Et donc, vous produisez votre lait à sa demande. Donc, les seins peuvent être un peu pleins. Ce qui va être important, c'est de lui donner régulièrement. Alors, régulièrement, ça veut dire quoi? À la demande, ça veut dire quoi? À la demande, ça ne veut pas dire j'attends que mon bébé pleure pour lui donner le sein. Si votre bébé il pleure, c'est que déjà vous avez loupé des signes d'éveil avant. Alors, en général, les mamans que j'accompagne, elles ont leur bébé comme ça en peau à peau tout le temps pendant une semaine. Donc ça, c'est très bien. Si votre bébé il est sur vous, il dort. On a vu, ce sont des petits cycles de sommeil à peu près de 20-40 minutes. Donc entre 20 et 40 minutes, ils s'endorment, ils se réveillent, hop, et puis pouf, des fois ils repartent sur un cycle de sommeil. Quand ils sont en maternité, là, dans les berceaux en plastique, c'est une catastrophe parce que dans son berceau en plastique, bébé, là, il est un peu coupé de tout. Donc il a une petite phase de réveil, puis s'il est trop fatigué, bah pouf, il repart. Et il va ronquer, il va ronquer, il va ronquer, et on va louper les phases d'éveil, il est de plus en plus fatigué. Quand on va le mettre enfin au sein, il va être tellement fatigué que pouf, il va téter un peu, puis hop, il se rendort. Donc ça, c'est pas terrible. Votre bébé, si vous l'avez contre vous, bah déjà il s'économise parce qu'il n'a pas besoin de se fatiguer à produire de la chaleur. Et en plus, il sent l'odeur. Donc il est en train de dormir. C'est comme quand vous faites griller les petits oignons et que du coup ça vous met en appétit. Donc là il est contre vous. Il se réveille un peu, il se dit ça sent bon par là, et hop, il va commencer à chercher. Et vous, si vous étiez en train de somnoler ou dormir, hop, bah, instinctivement, vous allez voir qu'il bouge et vous allez commencer à lui proposer. Sinon, alors parce que vous n'allez peut-être pas l'avoir non plus tout le temps collé en peau à peau, s'il est posé, mais vous allez peut-être l'entendre qu'il va faire des petits bruits de langue, gémir un peu, il tire la langue, ou il passe son poing sur la bouche, voilà, il bouge un petit peu. Ah bah tiens, là c'est le moment de lui proposer le sein en fait. Alors, si vous allez assez vite, vous pouvez vous rappeler que c'est bien d'aller faire pipi avant de donner le sein, surtout au tout début. Parce que vous allez avoir l'utérus qui va se contracter. Si la vessie est pleine, ça peut faire un peu mal. On dit « Ah, bébé est prêt de demander, je me lève, je vais faire pipi, je me réinstalle et je prends le temps d'installer bébé au sein. » L'intérêt aussi de ne pas attendre, c'est que votre bébé ne va pas être énervé. Si vous attendez que votre bébé il passe, puis il a de plus en plus faim, puis il se met à pleurer parce qu'on a loupé les signes, vous allez essayer de le mettre au sein, il va s'agiter, il va s'énerver, ça va être compliqué. Pour peu qu'il s'accroche un peu, il va faire tchou tchou tchou, pouf, il dort. Et en fait, il a quasiment pas tété. Donc c'est vraiment important de prendre un temps où on se pose, on essaye, là il vous fait mal, il n'a pas bien pris le sein, hop, on retire, on repropose. Et une fois qu'on est bien installé, voilà, on se pose tranquillement et bébé fait sa tétée. Et là, vous avez un pic hormonal qui va vous faire gros coup de mou. Ça, c'est normal. Donc, votre bébé il tète. Et vous allez vous sentir fatigué, vous allez bailler et vous pouvez avoir soif aussi. L'ocytocine donne soif. Donc, pic d'ocytocine, j'ai soif. Donc, vous avez oublié une bouteille d'eau. Et c'est à ça qui sert le chéri.
Mon chéri, s'il te plaît, tu m'apportes de l'eau. Voilà, donc il vous apporte de l'eau. Donc papa est très très utile pendant l'allaitement. Des petits trucs à grignoter et vous vous laissez poser. D'où l'importance aussi d'avoir une bonne position où vous êtes relâché, détendu pour pouvoir avoir ces hormones qui vont vous permettre de bien récupérer. C'est pas le moment dès que bébé la tête, donc il tète, on a vu, il stimule, il déglutit. Gloops, 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 gloops. Et puis il refait sa petite vibration quand le G est fini et ça renvoie à nouveau un G. Et hop, et il redéglutit. Puis à un moment donné, vous avez l'impression qu'il vibre. Puis ça va plus alors. Soit ce que vous pouvez faire, c'est masser un peu le sein pour que le lait là qui est un peu plus épais sur la fin, qui est plus gras, coule un peu. Donc si vous entendez qu'il redéglutit, bah, vous videz bien. Et sinon, vous lui proposez l'autre sein. En fait, c'est que le sein est vide, entre guillemets, même si c'est jamais complètement vide un sein, parce que ça produit en permanence. Vous lui proposez l'autre. Et là, vous avez petite vibration. Hop, et il prend, et il déglutit. Gloup, 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 gloup. Et puis il refait, et il redéglutit. Puis si à nouveau, vous avez la petite vibration, là, qu'il a l'air de s'endormir, vous voyez, s'il a encore faim, vous pouvez lui reproposer le sein qui s'est rempli. Alors ça, c'est très variable. Il y a des femmes qui ont une grande capacité de stockage de lait. Et donc, un seul sein, ça va suffire pour une tétée. Et il y en a d'autres qui ont des petites capacités de stockage. Et le bébé, il a besoin de prendre 2, 3 seins, 4 seins. Voilà. Quand il y a des pics de croissance et que le bébé demande beaucoup, bah des fois on alterne comme ça. Et ça va aussi envoyer l'information, il faut produire plus. Donc il faudra bien vous reposer derrière. Donc on a vu bébé, on imagine qu'on arrive à la fin de la tétée, bébé s'endort et là, il se décroche. Il y a le petit filet de lait et le sourire béat du bébé, du bienheureux. Et vous le regardez un moment, vous êtes là, en état de béatitude aussi, normalement. Donc là, surtout, ce n'est pas le moment de vous dire, allez, je pose bébé qui dort enfin, et je vais aller faire la vaisselle vite, 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 et puis j'irai me reposer après. Sinon, vous allez faire la vaisselle vite, vite, vite. Puis après, vous revenez, puis vous dites, allez, je vais dormir un peu tant qu'il dort encore. Et là, le sommeil vient plus. Mais plus du tout. Puis quand enfin vous commencez à vous laisser aller à vous endormir, le bébé se réveille et il redemande. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas le truc à faire. Il faut profiter de la tétée et de ce pic hormonal qui vous permet de tomber dans un sommeil profond et récupérateur. Ça, c'est primordial. Donc, la vaisselle, elle attendra, le ménage, il attendra. Vous vous installez dans une position, dans un fauteuil, dans votre lit, pour pouvoir profiter de cette tétée pour faire des siestes et pour dormir. C'est vraiment super, super important. Et la nuit aussi, du coup, ça va vous permettre de vous rendormir plus facilement. C'est pour ça qu'une femme qui allaite, normalement, elle peut avoir un sommeil complètement haché, mis bout à bout, voilà, beaucoup moins d'heures de sommeil que ce qu'elle aurait eu avant d'être mère. Et pourtant, elle va survivre à la situation. Parce qu'il y a ces hormones-là qui lui permettent de sombrer dans un sommeil profond et récupérateur beaucoup plus vite. Les papas, ils n'ont pas ça. Donc les papas, on va leur dire de dormir la nuit autant que possible. Et vous allez essayer de vous débrouiller toute seule la nuit. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais quand même, c'est le conseil que je vous donne. C'est vous profitez de ces hormones-là qui vous permettent d'avoir une nuit en petits morceaux et de récupérer. Et de pouvoir faire des siestes aussi dans la journée. Papa, lui, il n'a pas ces hormones-là. Donc s'il se réveille à chaque tétée pour vous apporter votre bébé, pour vous apporter un truc, voilà, parce qu'il entend le bébé se réveiller, il va être crevé, défoncé. Vous allez être tous les deux au radar dans la journée. Vous allez vous prendre le bec. Ça va pas être un bon plan. Donc le mieux, c'est que à la limite, papa il se couche un peu avec vous le soir, il vous fait un gros câlin, ensuite il va dormir sur le canapé ou dans la chambre à côté. Il revient au petit matin et lui il a bien dormi pendant la nuit. Comme ça il est opérationnel pour vous aider la journée. Alors que si vous avez assuré tous les deux toute la nuit, personne ne va être opérationnel dans la journée. Voilà, c'était le petit conseil au passage. Et voilà, de dire que les papas, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est important aussi de préserver leur sommeil parce qu'ils n'auront pas ces hormones-là pour les aider, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, les cacas de bébé, les sorties. Alors, ce qu'on va me dire, c'est mais comment on sait si bébé, il prend assez?
On n'a pas les seins transparents et gradués, on ne peut pas vérifier qu'il a pris suffisamment. Donc comment on fait? Et bien tout simplement, on contrôle les sorties. S'il y a des entrées, il va y avoir des sorties. Donc s'il y a suffisamment d'entrées, il y a suffisamment de sorties. Donc ce qui va vous guider, ça va être les pipis. Une fois que vous avez la montée de lait et que votre bébé tète régulièrement, il doit mouiller 5 à 6 couches par jour. Grosso modo, alors, on le voit, hein, ils font pas mal pipi normalement. Voilà, ça c'est important à surveiller. Et les cacas, au début, ils vont faire, allez, on va dire grosso modo 5 cuillères à soupe de caca par 24 heures. Ça peut être beaucoup plus pour certains, sinon c'est à peu près ça. Et quand il grandit un peu plus tard, vous passez à un mois et demi, vous pouvez des fois avoir des bébés qui sont en mode zéro déchet, qui assimilent tout le lait de leur maman, ou presque, et qui font caca une fois tous les 8 ou 10 jours. Alors quand ils font caca, c'est le caca atomique, ça explosif, il y en a partout, on change bébé. Mais ça peut être que 10 fois par jour, une fois tous les 10 jours, et c'est pas inquiétant. Un bébé qui n'est que allaité exclusivement et qui n'a pas de traitement médicamenteux ou problème particulier, ne sera jamais constipé. Le caca d'un bébé allaité est très très liquide, avec des petits grumeaux, jaune d'or, une jolie couleur, à peu près comme le rideau qui est là derrière. C'est la couleur de caca de bébé. Des fois, il peut tirer un petit peu sur le verre. En général, c'est quand le bébé avale de l'air, ça. Mais voilà, vous n'aurez pas de bébé constipé avec un allaitement maternel. Et puis, il y a les bébés canards qui continuent pendant toute la durée de l'allaitement exclusif de faire caca à peu près après chaque tétée. Bon, vous verrez le modèle que vous aurez. Un bébé qui est allaité au sein, il peut ne prendre que du lait tout le temps, même s'il fait très chaud. Surtout, on évite de donner des biberons d'eau au bébé, et encore moins au début. Un tout petit nouveau-né, il a besoin que de votre lait. S'il fait très très chaud, en fait, votre bébé il va demander plus souvent. Donc il faut donner à la demande. Votre bébé il va téter un petit peu, peut-être que vous avez une grosse canicule, il fait 38-40, il va prendre des petites tétouilles, comme si il prenait un verre d'eau, et puis il va garder les grosses tétées régulières. En plus, la composition de votre lait, elle va évoluer au cours de la tétée, et même au cours de son âge aussi, elle va s'adapter à sa croissance. Donc le premier lait qu'il prend au tout début, il est très riche en eau et avec quelques protéines qui permettent de mieux absorber l'eau et de bien l'assimiler. C'est pour ça que les femmes en Afrique, au Sahara, heureusement qu'elles ne leur donnent pas l'eau du puits qui est un peu dégueulasse à leur bébé, sinon ils mourraient tous rapidement. Mais par contre, ils sont pendus au sein toute la journée. Ils font des petites tétouilles pour ne pas se déshydrater. Donc au début c'est beaucoup d'eau, et quand il fait un bon gros repas, votre bébé, à la fin il a un lait qui est bien épais, bien gras, voilà. Ça vous pourrez le constater si jamais vous tirez votre lait. Vous allez voir que quand vous tirez votre lait, au début il est très clair, il est presque bleuté, transparent. Et puis si on tire jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on commence à voir que sur la fin il devient plus blanc, voire blanc-jaune. Et après encore, si vous laissez décanter, il y a toute la graisse qui monte sur le haut. Vous avez toute la crème en haut là, pour votre bébé. Voilà. Donc la composition du lait, elle change aussi au cours de la tétée, comme ça sur la fin, et le lait un peu plus gras, et ça l'aide à s'endormir et à arrêter la tétée. Les autres choses que je peux dire. Alors les rappels sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Quand vous commencez à être déprimé, à vous dire non mais vraiment c'est trop dur cet allaitement, je comprends pas, j'ai des crevasses, c'est dur. Alors des fois ça arrive que ce soit dur. Il y a des femmes qui ont tout simplement une sensibilité qui est accrue. Alors d'expérience, j'ai l'impression, j'ai remarqué que les femmes qui ont les seins très toniques, très tendus, alors c'est les seins qu'on voit sur les catalogues des top modèles, elles ont tendance à avoir les seins plus sensibles, plus longtemps. Et les femmes qui ont plutôt les seins, alors qui se plaignent d'avoir un peu les seins en gants de toilette, ou plus mous, plus souples et plus lourds, et bien réjouissez-vous. En général, c'est des allaitements où j'observe beaucoup moins de douleur, voire pas du tout. Des fois, c'est des femmes qui
On a des allaitements beaucoup plus faciles sur la douleur. Les autres choses qui peuvent donner des douleurs, ça peut être des fois un bébé qui va avoir un frein de lèvres ou un frein de langue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regardera ensemble. Des fois, c'est assez complexe. Donc selon le type de frein, si vraiment ça gêne, si vraiment c'est douloureux, ben, je vous envoie vers quelqu'un qui fait faire des petits exercices de langue au bébé, éventuellement vers un ORL qui peut couper les freins. Ça peut donner des crevasses. D'autres choses, ça peut être si le bébé a des tensions au niveau du crâne ou de la mâchoire, on peut avoir un petit cisaillement. Donc ça, on travaille dessus en ostéo. Alors si je peux, du coup, ça tombe bien, si on se rend compte que c'est ça assez rapidement, on fait de l'ostéo. Alors il y a des bébés, ça passe vite, des fois il faut répéter un peu les séances d'ostéo pour que ça relâche bien. Ou sinon, ben, on revoit un peu les positions. Après, des fois, il y a d'autres choses, il y a des candidoses. Bon, il peut y avoir des petits trucs qui vont faire qu'il y a des douleurs. Donc c'est pour ça qu'on en parle avec la sage-femme, on essaye de décrypter quel type de douleur est là pour trouver une solution. Mais le temps qu'on règle le problème, quand il y a un souci d'allaitement, certaines femmes se disent non mais je vais craquer, c'est pas possible, j'en peux plus. Alors je suis particulièrement empathique avec ces femmes parce que j'ai moi-même trouvé que le premier mois d'allaitement était un calvaire horrible. Et pour mon deuxième, je me disais non mais heureusement que je sais qu'après c'est plus facile parce que sinon vraiment je lâcherais quoi. Donc les trucs qui peuvent nous aider à nous rassurer, à nous dire allez, je vais tenir le coup vraiment, c'est intéressant, c'est qu'on sait qu'il n'y a rien de meilleur pour le nouveau-né que le lait de sa mère. C'est le plus adapté. Même si vous êtes fumeuse, même si vous n'avez pas une alimentation parfaite, même si effectivement on retrouve des polluants dans le lait maternel, ça reste quand même le lait le plus approprié pour un nouveau-né. Donc de se dire aussi que c'est un médicament. C'est-à-dire que les bébés, vous lui transmettez les anticorps, vous êtes malade, mais en même temps vous fabriquez les anticorps. Votre bébé est malade, vous lui faites des bisous, donc vous chopez les mêmes germes et donc vous fabriquez les anticorps. Donc votre bébé, vous lui donnez vraiment tout ce qu'il faut. On sait que le lait maternel peut couvrir tous les besoins d'un enfant exclusivement pendant au moins les 6 premiers mois. Certains vont même jusqu'à dire 9 mois. Donc pendant 6 mois, vous pouvez donner que votre lait à votre bébé et ça va lui suffire pour grandir. Et à partir de 6 mois, on commence à introduire les aliments. Et l'OMS recommande donc 6 mois d'allaitement maternel exclusif, voire même 2 ans ou plus en parallèle d'une alimentation diversifiée. Et si on respecte ça, on a remarqué que les enfants avaient moins d'asthme, moins d'allergies, moins d'obésité, un meilleur développement cognitif. Bref, ça n'a que des avantages pour votre bébé en fait. Donc ça, c'est des trucs voilà, à vous rappeler quand vous sentez que vous craquez et que c'est difficile. Et puis, vous n'avez pas besoin de le désinfecter. C'est toujours tout prêt. Vous n'avez pas besoin de vous lever en pleine nuit pour laver un biberon. Pas la question de se poser de savoir si c'est le bon lait en poudre ou le mauvais lait en poudre. Vous restez coincé un peu plus longtemps que prévu chez une copine ou vous êtes en panne ou vous êtes votre bébé, il demande hop, vous avez le sein. Ça peut aussi servir en dépannage quand on a un bébé qui chouine, qui pleure, qu'on est chez des gens. Hop, c'est quand même un côté hyper pratique. Et pour vous, mais on sait que ça protège du cancer du sein. Plus une femme va allaiter longtemps et plus elle diminue son risque d'avoir un cancer du sein. En particulier, on dit au moins 6 mois d'allaitement maternel pour que ce soit effectif, les bénéfices. Et donc, voilà, 6 mois ou plus d'allaitement maternel, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, plus vous allaitez et plus vous diminuez votre risque d'avoir un cancer du sein. Donc ça, c'est les bénéfices aussi. Alors, votre poitrine, elle va changer, c'est sûr. Au début, vous allez avoir, pendant l'allaitement, au début de l'allaitement, des seins de bimbo, et puis après ça se dégonfle. Alors, il y a des femmes un peu déprimées parce que c'est tout ramolli. En général, après le sevrage, alors ça dépend, 6 mois, 1 an, on retrouve une poitrine qui va être forcément différente de celle d'avant, mais qui reprend un petit peu en volume et en tonus. Quoi d'autre à dire sur les bénéfices ?
Voilà, c'est aussi le lien, ça permet de favoriser le lien d'attachement aussi, puisque vous libérez de l'ocytocine, et donc ça vous aide à maintenir et à créer du lien avec votre bébé, avoir plus de patience. La prolactine aussi, la prolactine c'est une autre hormone qu'on va sécréter beaucoup pendant l'allaitement, c'est celle qui permet de produire le lait. C'est une hormone qui est très apaisante. Il y a des hommes qui disent « Ah mais c'est génial, ma femme quand elle allait, elle est toute zen, moi je lui ferai 5 gosses ». Donc, bon, blague à part, voilà, l'allaitement a tendance à un petit peu faire prendre les choses beaucoup plus à la légère, voilà, beaucoup plus tranquillement. Donc ça, c'est des points positifs aussi. Et puis, beaucoup de femmes qui me disent bah, j'ai la fierté de me dire mon bébé, il grandit, il grossit, juste grâce à mon lait, quoi. J'ai ce super pouvoir-là de l'aider. Ça permet aussi, quand on a eu des fois un accouchement qu'on a trouvé difficile ou qui a été effectivement difficile, qu'il y a eu une rupture de lien à un moment donné, de réparer ce lien-là aussi. Donc, et de retrouver ce lien, parce qu'on a vu l'ocytocine, le lien d'attachement, tout ça. Alors quand il y a une femme qui a une césarienne ou qui a un accouchement médicalisé, c'est la catastrophe. Je ne vais pas m'attacher à mon bébé, je ne vais pas l'aimer. On a une capacité de résilience qui est énorme et l'allaitement permet aussi de recréer ce lien-là, de le remettre en place. Donc c'est très très important aussi, moi je trouve, d'accompagner les femmes quand l'accouchement a été dur pour recréer ce lien-là. Qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre sur l'allaitement? Alors les rythmes, grosso modo, on dit pour le démarrage en tout cas, de compter 8 à 12 tétées par 24 heures. C'est beaucoup. Vous allez effectivement avoir votre bébé qui va être pendu au sein tout le temps. Du moins, c'est la sensation que vous pouvez avoir aussi au début et qui peut se dire mais mon Dieu, mais enfin, je suis complètement en interdépendance permanente avec mon bébé. Pour certaines femmes, c'est lourd, surtout celles qui ont un tempérament très indépendant. Donc c'est une phase qui ne va pas durer tout le temps. Vous n'allez pas avoir un nouveau-né tout le temps. Quand votre bébé il aura 3 mois, vous pourrez avoir des plages horaires où vous pourrez aller vous balader un petit peu et laisser bébé avec le papa ou avec quelqu'un. Mais il y a vraiment ce temps-là où, au démarrage, bébé, il est beaucoup au sein. On a l'impression qu'on fait que ça toute la journée. Ça vous oblige aussi à vous reposer. Donc c'est le point positif finalement. Je vois des fois des femmes qui donnent le biberon et ont accouché depuis à peine 3 semaines et clac, elles reprennent une vie comme si de rien n'était, sauf que leur corps il n'est pas prêt. Donc elles craquent derrière. Donc vous allez vivre au ralenti pendant peut-être 6 semaines avec votre bébé qui va être pendu au sein un peu tout le temps et c'est ok. Enfin, en tout cas, ou pas d'ailleurs, vous allez voir, mais en tout cas, c'est normal. Et ça ne dure pas toute la vie de votre bébé. Je vous promets que ça ne dure pas toute la vie et que même il y a plein de femmes qui sont extrêmement nostalgiques après de cette phase-là, mais sur le coup, des fois, c'est dur un petit peu à vivre. Donc, important de le savoir, d'être entouré, éventuellement d'avoir des copines avec qui échanger, tout ça. Faites attention à être au maximum hermétique aux conseils des personnes qui peuvent penser être bienveillantes, mais qui ne le sont pas forcément. T'es sûr que ton lait il est assez nourrissant parce que si ton bébé il est tout le temps au sein, tu sais, moi je donnais un biberon avec de la farine le soir et comme ça il dormait toute la nuit. Hein. Bon, moi je vais vous dire aussi, l'avantage c'est que vous allez peut-être être crevé, vous allez peut-être avoir un bébé qui va vous demander beaucoup, autant la nuit que le jour, mais comme il sera moins malade, bah, à plus long terme finalement vous serez plus tranquille qu'un bébé qui va choper sa bronchiolite, son truc, hein, il faudra vous lever, aller aux urgences et ceci, cela. Et ou ces bébés que je vois en ostéo, le lait ne leur convient pas, ils sont constipés, ils dorment tout le temps, et du coup, ben, ils ont le crâne qui s'aplatit derrière parce qu'ils cuvent leur biberon. Donc voilà, les parents qui n'allaitent pas ont aussi d'autres problématiques. Voilà, donc tout n'est pas tout rose avec l'allaitement, mais tout n'est pas tout rose non plus si on arrête d'allaiter et qu'on commence à donner le biberon. Ça, je peux vous assurer qu'il y a des parents qui galèrent vraiment beaucoup aussi. Quoi d'autre vous verrez, on pourra parler du portage aussi qui va pouvoir vous aider un petit peu à avoir les mains libres de temps en temps. Le portage en écharpe,
On peut, avec un petit peu d'expérience et un petit peu de temps quand le bébé est plus grand et attrape facilement le sein, allaiter bébé dans l'écharpe. Ah oui, alors surtout, on va parler d'un des mythes ou pas, tant qu'on allaite, on ne peut pas tomber enceinte. Attention, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai sur certains critères très précis. Donc, il existe ce qu'on appelle la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, qui peut effectivement permettre d'éviter une autre grossesse, mais sur plein de critères. Donc ça, éventuellement, on en reparlera, on le reverra. Si vous voulez éviter de reprendre une contraception, alors c'est pareil, pour la contraception, on en discute quand on se voit à la visite postnatale aussi et un peu avant. On ne peut pas prendre n'importe quelle contraception pendant qu'on allaite, mais on peut en prendre quand même beaucoup. Donc il y a certaines pilules qu'on peut prendre en même temps qu'on allaite, mais surtout pas celles avec des oestrogènes. On peut mettre aussi des stérilés. Voilà, il y a certains types de contraception qui marchent bien. Et certaines femmes qui disent bah moi je veux faire symptothermie. Alors symptothermie c'est compliqué parce que du coup vous n'allez pas forcément avoir de règles. Ça peut se faire quand même avec d'autres critères. Mais voilà, vous avez cette méthode-là de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, c'est-à-dire qu'elle va être valable si vous respectez les critères suivants. Il faut que votre bébé il soit que au sein. Pas de tétine, pas de biberon, pas de diversification alimentaire, que au lait maternel. Il faut qu'il tète 6 à 8 fois par 24 heures minimum. Il faut que vous ayez grosso modo un espace entre les tétés, on dit de 3-4 heures maximum. Vous avez droit à une fois par 24 heures, de 5-6 heures sans qu'il tète. Méfiez-vous, parce que c'est sur ces plages-là, si vous restez en fait trop longtemps sans allaiter, la prolactine qui bloque un peu l'ovulation là, si elle chute, hop, il peut y avoir un échappement et une ovulation. Donc si votre bébé commence à dormir 7-8 heures d'affilée, clac, il peut y avoir une ovulation. Donc ça c'est pas bon. Si on veut pas, voilà, en général les femmes elles aiment pas trop enchaîner les grossesses quand même, hein, elles ne vivent pas toujours très bien. Vous êtes tellement prise par votre bébé que vous n'êtes pas trop disponible pour démarrer une autre grossesse. Donc ça c'est vraiment important de respecter ces critères. Pas plus de 5-6 heures, une fois par 24 heures, sans téter. C'est ce qu'on appelle une nuit. Alors, sauf que votre bébé, il va peut-être pas la faire la nuit, peut-être que ce sera la journée. Bon. On a vu, hein, ils sont un peu noctambules, ces bébés. Donc ça, et pas de, donc que pendant les 6 premiers mois. Au-delà de 6 mois, même si vous continuez d'avoir tous les autres critères qui fonctionnent, l'efficacité est plus aussi bonne. Et ensuite, il ne faut pas avoir eu de retour de couche. Donc ce qu'on appelle le retour de couche, c'est les saignements qui reviennent après les saignements post-accouchement. Donc quand vous avez accouché, vous avez des saignements qui sont assez abondants pendant une semaine, 15 jours. Et certaines femmes, voire le plus souvent quand même, il y a des petits saignements, des petits spottings qui peuvent durer 1 mois, voire des fois 6 semaines. Ça s'arrête, puis vous faites une petite activité, un câlin avec chéri, hop, ça ressaigne un peu. Grosso modo, pendant 6 à 8 semaines, il peut y avoir des saignements. En général, au bout de 8 semaines, si vous continuez d'allaiter exclusivement, il n'y a plus de saignements du tout. Une femme qui n'allaite pas du tout, elle va avoir son retour de couche, donc les premières règles à peu près à 6 semaines après l'accouchement. Et ensuite, elle retrouve ses cycles. Vous, si vous allaitez, 6-8 semaines après l'accouchement, il n'y a plus de saignements. Et ça s'arrête. Et puis un jour, ça revient. Alors, les femmes assez jeunes, elles peuvent avoir un retour de couche parce qu'on est beaucoup plus fertile quand on est jeune. Même si elles respectent tous les critères, paf, un saignement qui revient à 3 mois. Dommage, là, il faut considérer que la fertilité revient. Peut-être ce ne sera pas très régulier, peut-être que vous allez avoir à nouveau vos règles 3 mois après, parce que bébé tète beaucoup, donc ça bloque quand même un peu l'ovulation, mais peut-être que vous allez retrouver des cycles réguliers dès ce moment-là. Donc dès que vous avez des règles qui reviennent, la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée ne marche plus, il faut une autre contraception. Par contre, il y a certaines femmes qui vont avoir les 6 mois, elles respectent tous les critères,
Puis au bout de 6 mois, le bébé commence à être diversifié, tout ça, dormir un peu plus la nuit, et elles n'ont toujours pas de règles. Et ça arrive. Certaines femmes, les règles ne reviennent pas avant 9 mois, 1 an, 18 mois parfois. Et certaines retombent enceintes avant d'avoir eu leur retour de couche. Donc voilà, ça, s'il y a des questions dessus, on le reverra ensemble, on en discutera, mais c'était important de le poser, de savoir que vraiment c'est efficace comme contraception l'allaitement que si on a respecté tous ces critères-là. Ensuite, ben, on a vu le lait mature, la montée de lait, ah oui, alors la fameuse montée de lait, au moment où le lait arrive, on a dit là, on peut avoir les seins qui sont très très chauds, donc c'est important de bien vider régulièrement. Si vous avez les seins très tendus, très chauds, très lourds, qui vous font mal, il faut vider. Donc la solution, c'est on met bébé au sein au maximum. Puis si bébé t'aide pas assez, ou il dort et bien vous avez envie, vous pouvez aller vous mettre sous la douche chaude et vous massez, vous exprimez, vous faites sortir le lait. Vous pouvez aussi prendre un bol d'eau tiède et tremper le sein dedans, et puis on masse, et puis on vide. Voilà. On peut l'assouplir aussi parce que des fois le bébé il a un peu du mal à choper quand le sein est vraiment trop dur, trop plein, et il glisse, donc il prend que le bout du mamelon. Donc là ça va être important de l'assouplir un petit peu avant que le bébé attrape. Et la position, oui, de la bouche sur le mamelon, ça on l'a pas vu, c'est important. Donc ça je parlais de la bouche grande ouverte. Votre bébé, il va pas téter juste le mamelon, juste le bout de sein. Ça serait une mauvaise prise, ça fait très mal. Donc ce qui est important, c'est le bébé, il va avoir la bouche grande ouverte, il va prendre et le mamelon et l'aréole en fait. Le mamelon, ça va stimuler au niveau du palais, ça déclenche le réflexe de succion, mais sinon c'est vraiment toute l'aréole qui va attraper, il fait un gros effet ventouse. Enfin, ou les 3/4, ça dépend de la taille de votre aréole. Il va prendre une grande surface de l'aréole, il va faire l'effet ventouse avec ça. Des fois, quand ils s'endorment un peu, les bébés, ils reculent, ils attrapent juste le bout du sein. Ça fait mal, et c'est là aussi qu'on peut se faire des crevasses. Donc si ça arrive, vous lui glissez le petit doigt dans la bouche pour défaire l'effet ventouse. Surtout, vous ne tirez pas sur votre bébé qui est en train de téter, sinon ça fait... Et là, ça fait gros suçon, ça fait super mal. Donc vous glissez votre petit doigt, vous défaites l'effet ventouse et vous le décrochez. Pareil, si ça accroche pas bien, si ça accroche au début et qui vous fait mal, soit vous arrivez à améliorer la position pour qu'il ouvre bien la bouche, soit vous le décrochez vite pour qu'il ne prenne pas l'habitude de vous attraper le sein à chaque fois avec une mauvaise position. Donc voilà, l'importance d'une bonne position, ça, c'est le truc primordial. Donc vraiment une grande bouche, la bouche la plus grande ouverte possible. Pour que votre bébé il ouvre bien la bouche, il y a des petites techniques pour l'aider. Il faut qu'il se sente bien, bien contenu. Donc surtout, on n'appuie pas sur la tête d'un bébé pour le mettre au sein. Votre bébé, il a un réflexe qui est de ne pas s'étouffer dans le sein. Ils sont super ces bébés, ils ont plein de réflexes de survie. Donc si on lui appuie sur la tête et qu'il s'écrase dans le sein, lui il va s'appuyer, il va se jeter en arrière, il va se mettre à hurler. Donc ça, on le voyait des fois en maternité, la vieille Josette, auxiliaire de puériculture qui arrive, hop, elle prend le sein de la femme, allez on va l'accrocher au sein de votre bébé, et on le branche. Ça, c'était une catastrophe parce qu'on a des bébés qui se jetaient en arrière, qui hurlaient, et du coup, dès qu'on les approchait du sein, ça leur rappelait ça, et ils se mettaient à hurler. Donc les femmes se disaient « Oh, mon bébé, il ne veut pas le sein, il me rejette, il n'aime pas moi. » Donc, si vous avez besoin de l'aider, de le guider, en fait, vous le tenez au niveau de la nuque, et il a besoin d'être bien maintenu au niveau du sacrum. S'il est bien appuyé là sur les fesses, il va pouvoir, hop, défléchir sa tête naturellement, et faire ce mouvement-là. Donc vous le tenez là pour le guider, parce qu'ils sont un peu mous, hein, les bébés, ils ont un peu du mal à se tenir quand même s'ils relèvent la tête. Mais pour qu'ils puissent bien relever la tête, il faut qu'ils soient bien maintenus. Donc là, je le monte un peu pour que vous puissiez le voir. On appuie là et il redresse la tête. Donc ça, c'est important pour qu'il puisse bien ouvrir la bouche, c'est qu'il ait la tête libre et qu'il soit bien maintenu ici. Donc quelle que soit la position, il faut que votre bébé il se sente maintenu. S'il est là, hop, on lui garde bien la tête et on peut le guider avec la main au niveau de la nuque plutôt, sur les côtés, la mâchoire. Voilà. Et là, votre bébé, vous allez pouvoir l'aider à bien ouvrir, à bien attraper le sein et avoir un bon mouvement de langue.
Voilà, voilà. Je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses au niveau de l'allaitement. Alors, je ne vais pas être exhaustive parce que on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures de l'allaitement. Donc déjà, je pense que je vous ai donné pas mal de petites pistes de départ. S'il y a des questions en plus, bah, du coup, on va en parler ensemble. N'hésitez pas à lire des trucs sur l'allaitement aussi, vous renseigner, chercher aussi des associations comme la Leche League près de chez vous pour faire des réunions après quand votre bébé va grandir. Ben, elles vont vous parler de certaines choses, de la diversification alimentaire, de plein de trucs, pouvoir échanger avec d'autres femmes, parce que ben, chaque femme va rencontrer ses petits plaisirs ou bien ses petites difficultés. Vous allez avoir des trucs que vous allez adorer, d'autres ça va pas du tout être la même chose. Donc c'est chouette de pouvoir échanger et puis de trouver voilà, du soutien, d'échange là-dessus, sur ce que vous allez vivre. Les derniers petits rappels aussi, c'est que votre bébé, donc, il va téter beaucoup, on a vu, il trouve son rythme et il va avoir des moments où il va avoir des pics de croissance et il va demander plus. Donc vous allez avoir des périodes, 3 semaines, 6 semaines, 3 mois, 6 mois, grosso modo, où votre bébé il peut se remettre à demander beaucoup plus. Mais comme vous allez demander, ou lui donner à la demande, de toute façon, ben, vous allez suivre. Ou alors quand il est un peu malade, hop, il demande plus pour avoir plus d'anticorps. Mais bon, vous allez voir, et puis il y a plein d'informations, donc vous allez en oublier les 3/4 de ce que je vous ai dit, c'est normal. Donc voilà, prenez des petits bouquins rigolos, des trucs, cherchez un petit peu autour de vous, et puis bah, vous allez voir. Pour certaines, l'allaitement c'est quelque chose d'extrêmement fluide, d'extrêmement facile, évident, et pour d'autres c'est la croix et la bannière. Il y en a qui trouvent que c'est plus facile d'accoucher que d'allaiter, d'autres qui trouvent que c'est beaucoup plus facile l'inverse. Donc voilà, chacune traverse un petit peu son histoire avec ça. Mais voilà, ça va, peut-être ça, vous allez avoir un allaitement super long qui va durer des années, peut-être ça va être juste quelques semaines. Voilà, ça va être à vous aussi de trouver votre rythme de croisière avec tout ça. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne digestion de tout ça, et puis ben on en reparle, et puis ben, bonne découverte à vous après avec vos bébés. À bientôt!